La posture en appel de closing, c'est un médecin qui fait une consultation. C'est une des actions qui peut être la plus rentable et qui peut coûter également au contraire le plus cher à une boîte. Le closer est là pour régler un problème. Avant de développer la compétence, il faut peut-être casser des croyances. Tout le monde n'est pas comme nous, tout le monde ne pense pas comme nous. Vendre, ce n'est pas acheter les limites de mon interlocuteur, parce que je m'en fous de gagner un débat, je m'en fous d'avoir raison. Ce qui m'intéresse à la fin, c'est d'avoir une vente. Salut tout le monde. Alors moi c'est Osama, je suis entrepreneur spécialisé dans la vente depuis déjà une 13 ans. Je suis dans le milieu. J'ai fait toutes les écoles de la vente, en commençant par le porte-à-porte, suite à en entreprise, petite boîte, grande boîte, start-up, à mon compte. J'ai fait un peu le tour jusqu'à arriver dans le closing. Je me suis dit c'est quoi ce domaine? J'ai l'habitude de chasser pour avoir des clients. Là, je suis chez moi, selon mes dispos, au chaud. J'ai des personnes avec une intention d'achat qui viennent à moi. Pour moi, c'est de la folie. Donc j'ai tout quitté, j'étais commercial dans l'IT, j'ai fait une transition d'un mois ou 2 mois, puis je suis allé all-in et je me suis éclaté pendant des années dans ce milieu. Puis après, je suis passé assez naturellement de closer à team leader, coach, manager. Et depuis un peu plus d'1 an, je gère une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement et le coaching, la montée en compétences de tout professionnel de la vente, qu'on soit dans le B2C ou dans le B2B. Je suis passionné par ce métier-là parce que non seulement on développe des compétences qui nous font grandir le business, mais c'est des compétences qui peuvent changer nos relations interpersonnelles avec l'autre. Et donc ça a un impact non seulement sur le pro, mais aussi sur le perso. Et plus on creuse sur ces thématiques-là, il y en a beaucoup qui sont des thérapeutes, coachs, qui ont certaines postures, qui peuvent comprendre plus facilement ce que je vais dire. C'est que plus on creuse dans cette thématique-là, plus on se rend compte qu'on ne connaît rien. Et donc on grandit tous les jours, on apprend tous les jours, on s'enrichit tous les jours et ça a un impact à tous les niveaux. Et donc c'est ce qui fait que depuis des années, je m'éclate dans ce milieu-là. Depuis maintenant quelques mois, enfin même quelques années, ça fait un peu plus de 2 ans que j'accompagne des équipes de vente aussi, à structurer des départements, à créer des départements, à mettre en place des managers, à former des entrepreneurs à manager leur équipe, parce que c'est un métier tout à part, c'est une science à part le management. Beaucoup font l'erreur de mélanger le coaching, le management, le closing aussi pour les vendeurs. Et donc je suis là aujourd'hui, pas pour vous parler de vente spécialement, si vous avez des questions, ça me fera un plaisir de vous répondre, mais de mettre le focus un peu plus sur l'aspect management, parce qu'on parle avec des entrepreneurs ici qui ont soit des équipes ou qui vont en développer une. Donc voilà. C'est mes 2 casquettes, accompagner des équipes de vente, faire des audits et à côté former en vente. Je passe sur cette petite présentation. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Si vous avez des questions là qui vous brûlent, des blocages en termes de management, des grosses interrogations, je vais noter toutes les questions et on va y répondre. Avant ça, il y a 2 choses que j'aimerais vous partager. L'idée, j'ai un mot-clé chez moi, c'est clarté. Je suis quelqu'un qui aime l'action et je ne peux pas penser à l'action sans penser à de la clarté avant. C'est la clarté qui amène l'action qui amène les résultats et les résultats qui amènent encore toujours plus de momentum. Donc on avance comme ça. Donc toujours chercher de la clarté. Donc je veux aujourd'hui vous partager un maximum de clarté dans ce qui est le management d'une équipe de vente. Avant ça, est-ce que vous savez aujourd'hui quelle est la cause de douleur numéro 1 dans le monde? Communication. Ok, on a communication ici. On prend. Solitude. Solitude, ok. La famine. Une mauvaise connaissance de soi. Mauvaise connaissance de soi. L'inconnu. La famine. La famine, l'inconnu. Besoin d'être aimé. Besoin d'être aimé, intéressant. Les émotions. Les émotions, forcément quand on parle de douleur, les émotions. Le manque de clarté. Le manque de clarté. On prend. Alors, on va arrêter les devinettes. Je voulais vraiment savoir un peu ce que vous pourriez répondre à ça. Et quand j'ai appris ça, j'étais assez surpris. La cause de douleur numéro 1 dans le monde, c'est la relation qu'on a avec l'autre. Ouais, t'étais pas loin, t'étais dedans même. Hein. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'université d'Harvard sur une étude qui a duré de 83 ans. C'est l'étude la plus longue qui a jamais été faite. Et à la base, cette étude avait pour but de déterminer si l'atteinte des objectifs amenait le bonheur. C'est marrant parce qu'on en parlait hier en plus avec Jérémy. Alors, ils ont pris des groupes de personnes de différentes catégories socio-professionnelles et les amenaient tous les 2-3 ans à l'université d'Harvard avec des chercheurs et scientifiques. On leur posait pas mal de questions et on a suivi ces personnes pendant 80 d'années. Et là, ils sont venus à la conclusion, qui va surprendre personne ici, que l'atteinte des objectifs n'amenait pas le bonheur. Ce qui a surpris par contre, c'est de savoir que beaucoup de personnes qui avaient atteint leur objectif étaient malheureux. Et beaucoup de personnes qui ne l'avaient pas atteint vivaient pleinement épanouies. Ils se sont dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en creusant ce sujet, ils ont pu s'apercevoir que si j'atteins tous mes objectifs à titre professionnel, que je vis dans un palace, mais qu'en rentrant chez moi, je n'ai pas envie de voir ma femme et mes enfants, c'est un problème. Au contraire, je peux vivre dans une petite cabane avec une famille et être pleinement épanoui, heureux et aimé de mes proches. Donc ils ont vu en fait que la différence entre les 2 catégories, c'était la relation qu'ils avaient avec l'autre. Et ça met toujours plus d'importance, je vous partage ça pour mettre de la conscience sur la relation qu'on peut avoir avec l'autre et aujourd'hui on ne comprend pas l'autre. Mais avant même de comprendre l'autre, on ne se comprend même pas soi-même. Vous allez comprendre pourquoi j'aborde ce sujet-là là tout de suite. Parce que quand on parle de management, on parle de relation avec une équipe, avec des profils de personnalité qui sont plus ou moins différents. Et on a besoin de savoir avec qui est-ce qu'on veut travailler, avec qui est-ce qu'on doit travailler, avec qui est-ce qu'on peut réussir et comment gérer ces relations-là. Parce que parfois, on peut tout prendre personnel.
mais la personne ne comprend pas ce que je dis, elle s'en fout, elle ne me respecte pas. La personne à côté peut se dire la même chose, mais elle ne me respecte pas, elle ne comprend pas, elle s'en fout et personne ne parle. C'est ce qui fait aujourd'hui beaucoup de conflits dans des équipes. Parce que ça a du sens pour tout le monde. Voilà pourquoi j'aime beaucoup aussi la vente. Parce que quand on arrive à comprendre l'autre, on s'adapte à l'autre, on matche ses standards, on ne lui demande pas de matcher les nôtres. Ça, c'est une des grandes erreurs que beaucoup font dans la vente. Si tu ne fais pas comme moi, tu n'as pas le bon mindset. Enfin, c'est toi qui n'as pas le bon mindset si tu penses comme ça. C'est comprendre c'est quoi le discours interne de la personne en face de moi, comprendre c'est quoi ses drivers, comprendre qu'est-ce qui la motive. Est-ce que c'est une personne qui est drivée par l'objectif, par l'action, par la logique, par l'efficacité. Là, on a différents profils qui ne parlent pas du tout le même langage. Et généralement, pour ceux qui sont en couple, le partenaire, c'est l'opposé. Moi, j'ai ma femme qui est très drivée par la logique. Elle a besoin de comprendre pour passer à l'action. Moi, pas du tout. Je suis le gars le moins logique. J'ai besoin d'efficacité. Donc moi, si tu dois me pitcher un programme, il faut prendre 2 minutes et me dire qu'est-ce que j'ai à gagner. Tu pitches ma femme, il faut en prendre 15. Il faut partager l'écran. Il faut tout expliquer de A à Z. Vous voyez un peu la différence? Donc ça, c'est des comportements qui sont différents. Même pour acheter, on a un mode opératoire qui va être différent. Si je rentre dans un supermarché pour acheter un shampoing et que je vois 2 acheter, 3e offert, je sors avec 3. Ma femme, jamais de la vie. Elle rentre chez Apple pour acheter un iPhone, on lui dit « Hey, félicitations, vous êtes la 1000e personne ce mois-ci, cadeau spécial aujourd'hui, un iPhone acheté, le deuxième à moins 90%. » J'en ai pas besoin. C'est ce qu'elle pourrait dire. Je suis venu pour un iPhone, pourquoi je vais en acheter un deuxième? Vous voyez la différence? Moi, j'en achèterais 4 si j'avais cette option-là. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'est pas comme nous, tout le monde ne pense pas comme nous. Et donc, il y a pas mal de notions ici qu'on va aborder. Je vais d'abord vous laisser la parole, me poser vos questions et vous partager après quelques contenus à ce sujet-là. Parce que je parle beaucoup de relations avec l'autre et forcément c'est lié avec de l'intelligence émotionnelle. Comment on peut appliquer ça dans la vente, mais comment on peut appliquer ça dans le management aussi. Parce qu'avant tout, on a envie d'avoir un business durable, sain, éthique, ambitieux, mais avec une paix intérieure quand même. Ça demande déjà beaucoup de stress, beaucoup de travail. Si en plus de ça, on doit avoir une grosse charge avec une équipe de vente, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Est-ce que ça en vaut réellement la peine? Maintenant que ça c'est dit, je vous écoute. Quel est votre plus grand enjeu aujourd'hui quand on parle d'équipe de vente? Qu'est-ce qui vous challenge? Qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont vos préoccupations? Avec quoi est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui? Là, par exemple, j'ai un enjeu, c'est que je vais devoir virer un de mes 2 closers, lequel je vire entre celui qui a le plus de résultats et celui qui se sent le plus concerné par la mission. Et ensuite, comment je le vire en fait? Alors, la première question, c'est qui virer entre un performeur et une personne qui performe moins, mais qui est plutôt dans la culture et dans la mission de l'entreprise. Ouais, c'est une impression. D'accord. Alors ma première question pour toi, c'est pourquoi est-ce que tu veux en virer un? Aujourd'hui, j'ai pas assez d'appels et j'ai 2 closers pour qu'ils aient chacun 3 appels par semaine. Ça sert à rien. Sauf une semaine intense, une fois tous les 2 mois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde est frustré. Eux, ils n'ont pas assez de calls, ils en vivent pas. Et moi, j'ai 2 personnes à gérer. Donc en fait, je préfère qu'il n'y ait qu'un seul closer qui ait plus d'appels. C'est plus facile à gérer pour moi et pour lui, ça lui fait plus d'argent. Et ça sert à rien d'avoir 2 closers pour si peu d'appels. Quand on aura plus d'appels, dans un second temps, on envisagera, mais là, on est très loin de ça. Ok. Alors, ma réponse va dépendre d'une variable que tu peux me partager ici. Est-ce que le closer qui performe chez toi a un bon état d'esprit? Comment tu qualifies un bon état d'esprit? Il est impliqué, il remplit ses trackers, il remplit son CRM, il est là au meeting, il est là à l'heure, il respecte les leads. Ouais, il a plutôt un bon état d'esprit. Ouais. Ok. Qu'est-ce que l'autre a de plus que lui? En fait, l'autre, je pense que je l'entends plus, je le vois plus. En fait, moi, j'ai un gros problème, c'est un autre problème, mais je ne les suis pas. Et celui que je considère comme étant impliqué, c'est simplement que lui, de lui-même, il va venir me dire tout ce qu'il a fait, tout ce qui se passe, etc. Alors que l'autre, il me dit rien. Si je ne vais pas aller le chercher, il ne va rien me dire. Ça peut être juste parce que c'est 2 profils qui sont complètement différents et qui peuvent avoir tous les 2 le bon état d'esprit. Donc en fait, si tu as 2 éléments qui ont un bon état d'esprit et qu'il y en a un qui performe et l'autre non, je pense que tu as déjà la réponse à la question. Alors, la différence de performance, elle est minime. Elle est vraiment, vraiment minime. C'est de l'ordre de, sur vraiment du long terme, peut-être 3-4% sur le taux de closing, quoi. Ok. Et l'ancienneté? À peu près la même. À 1 ou 2 mois après, ils ont en gros presque 1 an et demi d'ancienneté, tu vois. D'accord. Là, tu es dans une situation où tu as la pression au marketing. Tu ne l'as pas en vente. Ta pression, elle est dans l'acquisition, dans le volume. Elle n'est pas dans la conversion. Elle n'est pas dans l'état d'esprit. Tu n'as pas un problème dans un des membres de ton équipe. Tu as juste 2 personnes qui n'ont pas assez d'appels. Donc, tu peux décider de voir le problème dans la vente et donc trancher. Comme tu peux aussi voir le problème au marketing et mettre la pression là plutôt sur le marketing. Parce que tu as 2 éléments qui sont là depuis un moment, qui performent plutôt bien les 2. S'il n'y en a pas un qui se démarque, comment tu vas trancher? Tu peux faire un appel avec les 2 individuellement,
faire un peu le point, expliquer la situation, demander un peu de partage sur la vision, comment est-ce que toi tu vois les choses. Aujourd'hui c'est compliqué au niveau du volume, on est conscient, on fait ce qu'il faut pour vous donner plus de leads. Tu vois, prendre un peu la température et voir si tu as des indications qui en ressortent. Ok. Et ce serait quoi, par exemple, des indications qui... Si tu en as un des deux qui a plusieurs partenaires et pour lui c'est pas un problème qu'il n'y a pas assez de leads et l'autre non je veux rester avec toi, je veux Ouais, rester c'est avec ça. toi, Ouais, c'est exactement ça. c'est des petits détails qui permettent de trancher, quoi. T'en as un qui a effectivement un autre partenaire et t'en as un qui est à fond, tu vois. En fait, il attend qu'une chose, c'est d'avoir assez de leads pour quitter son travail, tu vois. Voilà. Là, déjà, tu as une information qui te permet de trancher. La personne qui a déjà des partenaires, tu peux le prendre en appel et lui expliquer la situation. J'ai pas assez pour deux. Cette personne-là, voilà sa situation. Voilà pourquoi je préfère garder cette personne-là tout de suite. Je dis pas que j'ai un problème avec toi. Je dis pas que j'ai envie d'arrêter avec toi. Ça m'embête de te dire ça, là, mais tout de suite, je n'ai pas de quoi t'offrir ce qu'il faut pour rester chez moi. Et j'aimerais qu'on reste en contact et pourquoi même pas collaborer encore par la suite. Tu vois, je laisse la porte ouverte et expliquer la situation. Ok, non, très bien. Et quand il faut prendre ce genre de décisions, je recommande de les prendre rapidement. Par respect pour ton partenaire, par respect pour toi-même et pour ton business. C'est des décisions difficiles et des décisions difficiles, il faut les prendre rapidement. Ok, très bien. Tu recrutes lentement et tu vis rapidement. Ouais. Avec toutes les informations que tu sais aujourd'hui sur tes closers, si tu devrais revenir en arrière et refaire l'entretien d'embauche avec les deux, est-ce qu'aujourd'hui tu les signerais, est-ce que tu les prendras avec toi? Si la réponse est non, pour l'un des deux, tu sais c'est lequel tu dois sortir. Aujourd'hui, on a la pression sur l'équipe sales. Notre système d'acquisition fonctionne. On a du volume, mais ça ne close pas. Quel cadre je peux apporter en plus de tout ce qu'on a déjà mis en place à mon closer pour le faire monter rapidement en performance? Ok, là on a une question qui est purement performance. Vous avez closé avant de déléguer ce travail-là. Vous écoutez les appels. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Il ne respecte pas le process, ouais. Alors, ma question c'est quel est votre niveau de tolérance avec des personnes qui ne respectent pas les process? Faible. Là, vous avez combien de closers dans l'équipe? Là, on en a un. On en a une en formation, un qui est actif, une en formation, et on a un setter qui est aspirant closer. Ok, setter, aspirant closer et closer en formation. Qu'est-ce que les deux vont se dire si le closer qui est sur le terrain ne respecte pas le process? Là, il y a menace dans la culture. Là, ouais. On va dire que c'est la fête. Ouais, on laisse une porte ouverte et donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Et dans ce genre de cas, si tu as un performeur dans l'équipe, il pourrait partir juste parce qu'il voit des choses comme ça. Donc, vous mettez des process en place, c'est pas pour rien. Et pour qu'une équipe de vente tourne bien, il faut des process. C'est pas un flicage, faut pas tout robotiser. Il faut avoir des procédures à suivre. En fait, l'objectif, c'est de leur donner un maximum d'outils, éviter un maximum de friction dans une équipe de vente. C'est comme si moi, du jour au lendemain, je me dis bon, je vais me lever le matin, je vais courir. Le matin, je sais que je suis fatigué, j'ai pas envie, je suis pas motivé. Si j'ai pas mes chaussures devant la porte et j'ai pas toutes mes affaires devant moi, ça crée de la friction. Aller chercher mes affaires. Ah, j'ai pas d'habits propres. Voilà, peu importe. C'est des petits détails qui font que, au final, je peux ne pas y aller. Donc, comment on peut éviter un maximum de friction dans une équipe de vente? Si on leur demande de remplir 18 000 trackers, si on leur demande de faire des EOD de 4 pages, des rapports de fin de journée, c'est lourd. Donc, on met en place des process pour leur faciliter la tâche et pour éviter d'avoir tous les jours des questions, des allers-retours comme ça et qu'ils aient un peu d'autonomie. Et de la clarté surtout pour être performant. Et le seul objectif, c'est qu'au final, les seules choses que vous avez à travailler, c'est pourquoi est-ce que ça ne close pas et mettre le focus sur la performance, sur le coaching. Mais on ne peut pas travailler le coaching et la performance si déjà les process ne sont pas respectés. Les process que vous avez étudiés, que vous avez mis en pratique et qui fonctionnent. Donc la question là, c'est pas comment aider cette personne à monter en compétence, c'est de savoir si cette personne-là respecte le culture fit, si cette personne-là respecte les process et si cette personne-là a sa place chez nous. Et du coup, donc là, on a cadré le truc pour qu'il respecte les process avant de travailler la performance. Est-ce que c'est judicieux de le prendre tous les jours en call pour vérifier qu'il a bien fait les process et faire avec lui s'il ne comprend pas le suivre à la culotte, en fait, c'est un peu ça. Est-ce que tous les jours, pendant 1 semaine, 2 semaines, juste le temps qu'on sache que, OK, c'est acquis, c'est judicieux de faire ça, de le prendre une demi-heure chaque jour et de faire avec lui? Alors non, c'est pas judicieux. En fait, c'est important de garder un œil, surtout quand on a une personne qui est dans le collimateur. C'est important de garder un œil et d'être attentif à ce qu'il fait. Et de voir s'il y a un réel changement dans le comportement, dans la motivation, dans les actions. Mais de prendre un rendez-vous avec lui, de lui faire sentir ça, cette pression-là, c'est pas quelque chose qui va l'aider. OK. De toute façon, tu le vois, hein, quand il remplit son CRM, quand il remplit son tracker, quand il remplit ses tâches, tu le vois. Donc tu vois s'il ne fait pas 1 journée, 2 journées, 3 journées, à la fin de semaine, écoute, on a une conversation, ça n'a pas donné, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Moi, je suis obligé de mettre un terme à notre collaboration ou je suis obligé de te mettre sur la touche pour l'instant parce qu'on paye ces leads ne sont pas respectés, pas comme on le souhaite, parce qu'il y a un problème, s'il y a des choses que tu ne comprends pas dans nos process. Donc c'est important de
de clarifier ça. Ok. Pour te donner un peu plus de contexte, tu peux vraiment comprendre la question que tu as fait en profondeur. Et c'est pareil pour Caroline et Gonel, ça va être pareil pour toutes les personnes qui vont commencer à recruter leur premier closer. Ils ont l'impression en fait, qu'il y a une urgence de se détacher des calls pour recruter un premier sales. Étant donné qu'ils sont dans cet état d'urgence, ils sont dans la sympathie, dans l'empathie profonde. Autrement dit, quand j'ai un entretien d'embauche avec un closer, je suis content, j'ai le sourire, j'ai envie de prendre la première personne qui vient. Je ne prends pas le temps d'analyser, je ne respecte pas le principe de recruter lentement pour virer rapidement. J'inverse la tendance, je veux recruter rapidement pour déléguer cette partie-là, ainsi de suite. Et c'est là où en fait les grosses erreurs arrivent. Il n'y a pas de cadrage, il n'y a pas de posture, en fait on est dans un laisser-aller, on accepte les erreurs, on accepte que ça prend du temps, ainsi de suite. Et donc du coup ça crée derrière un laisser-aller, 15 jours je n'ai pas rempli mon Windows de dev, c'est pas possible. Comment on peut quadriller, faire en sorte que sortir de cette posture de demandeur d'urgence? C'est une excellente question, je te remercie parce que c'est vrai qu'on a souvent ces situations qui arrivent avec des personnes qui recrutent leur premier closer. Et souvent quand on recrute, c'est qu'on est un peu dans l'urgence, qu'on est sous l'eau. Donc on voit le closer comme un sauveur. Il faut changer sa perception de la chose là, ici. En fait, vous allez confier une partie de votre business à un inconnu qui va être ambassadeur. Ça va être l'image de marque. Donc vous n'avez pas intérêt à prendre n'importe qui. Vous travaillez comme des malades, vous payez des leads qui sont des humains. On parle de leads là, mais c'est des êtres humains qui viennent en rendez-vous, qui ont un besoin, qui ont une problématique à régler, qui tombent sur un closer qui s'en fout. Je le fais gros. Hein. Mais est-ce que ça, c'est acceptable? Peu importe, qu'on le paye 10 € ou 100 € le lead. Qu'on ne le paye pas même, il peut être gratuit. Hein. Est-ce que c'est acceptable qu'une personne vienne parler en votre nom, au nom de votre boîte et qu'il fasse n'importe quoi? Donc moi, je dirais au contraire, j'aurais peur de recruter mon premier closer. Je ne veux pas forcément vous faire peur parce que si on a un bon process de recrutement, tout va bien se passer. C'est un des sujets les plus complexes, hein, le recrutement. Si ça avait été facile, ça se saurait. Et c'est une des actions qui peut être les plus rentables et qui peut coûter également au contraire le plus cher à une boîte. C'est le recrutement. Donc la première chose pour répondre à ça, c'est changer votre perception, votre relation au closer qui va intégrer votre équipe. Et ayez des procédures en place. Moi, quand tu démarres chez moi, il y a un document, mission, vision, valeurs, qui sommes-nous, code d'éthique. Voilà comment est-ce qu'on pense, voilà comment est-ce qu'on avance. Si tu ne penses pas comme nous, c'est OK. Mais voilà ce que nous, on recherche en interne. On a une idée précise de l'état d'esprit. Et si tu coches ces cases-là, je peux fermer les yeux sur les compétences. Si tu as le bon état d'esprit, si tu es coachable, tu es loyal, tu es honnête, bienveillant, plus dur est fait. Plus dur est fait. Savoir-être versus savoir-faire. Savoir-faire, on va t'aider. Ça s'apprend. Et je sais qu'aujourd'hui, je recrute des personnes qui n'ont pas forcément les meilleures compétences, mais qui ont un appétit de malade. Et c'est des personnes qui vont traiter chaque prospect comme si c'était le dernier, comme si c'était le premier, comme si c'était un membre de la famille qu'il y avait en face et qu'il fallait vendre une solution. Ce n'est pas le même rapport là. Je ne parle pas juste à un lead, à un potentiel close. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce cadrage d'entrée doit être fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous voulez vous détacher, vous voulez libérer du temps, vous avez besoin de libérer du temps. En recrutant, vous allez être encore plus sous l'eau parce qu'il y a une période d'onboarding qu'il faut faire. Et ça, c'est votre responsabilité, de permettre aux closers, aux setters, à n'importe quel membre, un coach, de vite comprendre comment est-ce que vous fonctionnez, d'avoir des process qui sont clairs, d'avoir accès à tous les outils et de pouvoir démarrer avec un maximum de clarté. Il y a des personnes à qui je montrais hier un processus d'onboarding, semaine 1, semaine 2, semaine 3, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, voilà ce qu'on fait à chaque jour. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais c'est juste pour donner un exemple de comment est-ce que je peux apporter un maximum de clarté et de professionnalisme. Et même ça, c'est séduisant. On attire des bons players, on attire des bons éléments quand on a un bon écosystème, un bon marketing, mais aussi un département qui est solide. Je regardais hier, vous m'avez montré un peu vos process, c'est solide. En tant que closer, c'est rassurant de savoir qu'on travaille avec des personnes qui bossent, qui sont sérieux, qui sont impliqués et qui ne prennent pas les choses au hasard ou à la légère. C'est rassurant. Je ne vais pas perdre mon temps parce que le closer derrière, il se pose des questions. Quand vous recrutez quelqu'un et que vous le mettez en période d'essai, dans sa tête, il est en période d'essai aussi. Il ne s'est pas encore projeté avec vous. Il a besoin d'être convaincu. Parfois même, je ne dis pas que c'est une bonne chose, au contraire. Mais ils disent oui à tout le monde, ils rentrent dans 3-4 équipes et ils testent. Alors, je ne recommande pas du tout de faire ça, mais juste ayez conscience que vous êtes aussi en période d'essai. Donc comment est-ce que je peux séduire une personne à venir s'impliquer, investir de son temps et de son énergie pour gagner sa vie avec moi? Est-ce que ça a du sens? Ça répond à la question? Oui. Tu fais bien de me le dire parce que là, ça fait partie des angles morts qu'on ne voit pas toujours. Quand on recrute le premier closer, cette excitation, on a tendance à accepter tout assez rapidement.
Moi, j'ai une question pour faire suite à ce que tu viens de partager. Et merci Rachid de la question parce que vraiment, nous, ça nous concerne complètement. On est dans cette situation-là. Clairement, nous, on est dans un domaine où le mot closer, si tu veux, ça parle pas du tout. Je dis ça parce que quand s'est posé la question de recruter, justement, mais il faut aller trouver ces profils à la fois qui fit avec tes valeurs, ton entreprise, et à la fois, il faut quelqu'un qui puisse performer, en fait. Le closer, c'est un métier, enfin, c'est des compétences, etc. Donc déjà, on est face à un premier problème qui est où sont ces personnes, tu vois, comment les recruter concrètement. Donc tu fais appel à ton réseau et nous on a, à part ce réseau-là, et heureusement qu'on a eu cette présence d'esprit d'en faire partie, si tu veux, si on dépose une annonce closing sur nos réseaux, il n'y a rien qui sort. Et là on est dans le cas où on a eu une ancienne élève à nous, une ancienne cliente, qui a très très envie de rejoindre notre boîte. Et donc on s'est dit, pourquoi pas lui proposer en fait. On lui a proposé, cette personne, elle a tellement envie de bosser avec nous qu'elle est prête à prendre le poste. Et en fait, on se rend compte qu'elle a tellement pas l'état d'esprit pour faire ce métier-là. C'est pas mal de questions, j'espère que je vais être assez claire pour toi. Mais tu vois, cette personne-là, donc, elle est prête à vraiment bosser et en même temps, pour elle, la vente, c'est très négatif, le marketing, c'est très négatif. Et dans notre milieu, nous, on accompagne des artistes, des artisans. Ils ont ce mindset-là, tu vois, ils n'ont pas cette culture de le marketing et la vente. Ça peut être aussi quelque chose de positif pour leur business et c'est ça qu'on leur apporte. Bon, voilà. Donc, comment on fait pour aller chercher ces personnes qui vont coller avec notre univers? Et est-ce que c'est une bonne chose d'aller chercher dans nos anciennes clientes, sachant qu'il y a tout à faire et comment tu décides si le pas il est trop grand à faire pour elle ou pas? Enfin voilà, j'espère que c'était clair. C'est une excellente question, je te remercie. Alors, il y a deux choses ici. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas une seule méthode ultime qui fonctionne. Je ne suis pas trop pour ce genre de pensée-là. Je suis généralement pour recruter des anciens clients parce que, surtout quand c'est des niches très spécifiques, ils comprennent ton avatar. Et ça, c'est le plus important. L'ingénierie commerciale est déjà présente. La compétence commerciale ne l'est pas. Et avant de développer la compétence, il faut peut-être casser des croyances. Et ça peut se faire. Moi, je suis très friand de transformer des non-vendeurs en des tueurs, s'ils ont le bon état d'esprit. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas enseigner. C'est ton appétit, ta motivation, tes objectifs, ton intention. Je peux te faire des rappels, je peux te faire ce que tu veux, mais c'est toi et toi. La confiance, la fiabilité, si tu as des données confidentielles que tu veux partager, est-ce qu'il va les transmettre à gauche, à droite? J'ai des personnes qui me sollicitent, vous voyez des folies. Je suis 7 heures, j'aimerais bien travailler chez toi. Moi, regarde, j'ai travaillé avec un tel, et ça partage des données confidentielles. Je me dis, mais tu étais complètement fou. T'es éliminé d'office. Si tu partages les données des autres, tu vas partager les miennes. Donc, bon état d'esprit, ingénierie commerciale. Maintenant, c'est peut-être voir si tu peux déconstruire certaines croyances, notamment liées à la vente. On le sait, c'est pas le métier qui a la meilleure des réputations, la vente. Et pourtant, pour moi, c'est un des métiers les plus honorables et qui est vieux comme le monde et qui nous sert dans toutes les sphères de notre vie. Donc quand on arrive à comprendre que vendre, c'est servir son prospect dans son meilleur intérêt, vendre, ce n'est pas acheter les limites de mon interlocuteur, mais de lui vendre différentes possibilités, c'est de l'écouter, de le comprendre plus que ses propres proches ne l'écouteraient pas. Là, vraiment, on est vraiment dans le servir. Et donc, je serais pour travailler sur ça et voir son degré de coachabilité. C'est quelque chose que je tenterai. Surtout qu'elle a envie de travailler avec toi, elle connaît ton persona. Sinon, comment trouver d'autres closers, des profils commerciaux avec qui tu n'auras pas forcément à travailler sur ces croyances-là, mais tu devras travailler sur le persona. En tous les cas, il y a un travail à faire, il y a un combat à faire, tu choisis ton combat. Tu peux faire les deux, tu peux tester. Attends, comment trouver des profils très commerciaux? Là, tu peux mettre des annonces en ligne, tu peux contacter des partenaires, tu peux nous solliciter, on a un réseau. Voilà, solliciter un réseau comme tu le fais là, t'entourer de personnes, c'est ce que je recommanderais. Pour moi, c'est le plus grand raccourci. Et entre ces deux options, tu fais monter en compétence la personne sur le persona ou sur les compétences de vente. C'est quoi le chemin le plus facile? J'ai l'impression que le plus rapide pour nous, ça serait presque quelqu'un qui est déjà formé en vente et qui, dans sa façon de parler, tu vois, va être proche aussi de nous, notre univers. Et après, elle va découvrir un peu... en tout cas, c'est un peu l'option qu'on a choisie pour l'instant. L'autre me paraît plus compliqué parce que nous-mêmes, voilà, on a Rachid qui nous coach depuis 1 an, donc ça y est, voilà, on a passé des steps et tout, mais on n'est pas... plus Caroline que moi d'ailleurs, plus forte que moi, mais tu vois, c'est plus dur pour nous, j'ai l'impression, d'aller chercher ces compétences-là. C'est normal. Oui. C'est plus facile pour toi de coacher un commercial sur ton offre et sur ton audience et sur les personnes que tu aides. Donc ça, tu vas être plus dans ta zone de génie. Donc je te comprends de privilégier cette option-là qui serait plus facile pour toi. Pour moi, ce serait le contraire. Ce serait plus facile de te faire monter en compétence si tu as le bon état d'esprit et que tu es coachable.
Donc explore cette option-là, mais ne ferme pas la porte non plus à des clients / ambassadeurs, parce que c'est des membres que j'aime bien avoir dans une équipe. Une autre question aussi, c'est là on est donc du coup en processus de recrutement, comme on vient de l'expliquer. On travaille, les personnes que l'on accompagne, c'est à 99% de femmes. La question du coup du genre pour notre équipe de recrutement s'est posée. Intuitivement, j'aurais dit on n'a que des femmes, donc peut-être qu'elles seront plus ouvertes à discuter avec une personne, un closer féminin. Est-ce que c'est juste ou pas? Je ne sais pas, c'est une question. Intuitivement, j'aurais dit oui, mais ça se trouve, j'ai tort. Ça se trouve, un homme pourra aussi les amener vers notre accompagnement, pourra trouver les mots aussi pour les closer. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous vendez? On fait de l'accompagnement pour les développer, aider les artistes et les artisans d'art à développer leur singularité artistique et puis leur business. Donc comment ils vont monétiser en fait leur création. Okay. Si tu veux, le profil, c'est des profils d'hypersensibles qui sont assez éloignés de toute la partie un peu business et qui sont des créatifs, quoi. Il y a une pensée divergente, si tu veux. Oui. Alors, personnellement, je ne ferai pas la différence entre un homme ou une femme, parce que le plus important, c'est la compétence de la personne. Parce que si je suis un homme de base, en parlant qu'avec des femmes, je pars avec un inconvénient. Mais si je bosse bien, la qualité de mes questions, la qualité de mon écoute, la qualité de mon travail, va faire que la personne, qu'elle le veuille ou non, doit s'ouvrir et va s'ouvrir. Parce que on n'est pas dans un sujet vraiment intime, féminin. Et on peut avoir des hommes aussi avec une énergie très féminine. Donc je ne me fermerai pas la porte à un profil masculin, même si, comme toi, j'aurais tendance à penser qu'une femme avec une femme, ce serait plus facile, surtout qu'une femme avec une énergie très féminine, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, a un degré d'empathie beaucoup plus puissant, de connexion beaucoup plus puissante. Ça, les femmes, elles sont capables de se faire closer par le prospect et de ne pas dormir la nuit. Ça, c'est vraiment des profils... Le pauvre, il m'a dit ça. Les grosses énergies masculines n'ont pas ce problème-là, n'ont pas ce degré d'empathie, cette connexion. Donc ils n'ont pas cet avantage-là que la femme peut avoir, mais au contraire, ils ont plus de stabilité émotionnelle. Ils dorment très bien la nuit. C'est pour ça que la question se pose là. Bien sûr. Et ça pourrait être intéressant d'avoir aussi cette énergie-là, pour ne pas acheter les limites de tes prospects et pour aller vraiment les challenger à voir autre chose. Parce que si tu as des profils hypersensibles, avec une personne en face hypersensible au closing, ça peut faire un appel de 3 heures. Moi, je pense que les profils masculins, c'est ça. Il faut toujours, dans un appel de closing, il faut un peu cadrer quand même les choses. C'est pas le salon de thé et le prospect doit sentir un ça. Ça, on est d'accord. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi ici. C'est le salon de thé. En fait, il faut créer un certain, ça peut être paradoxal, mais il faut créer un certain inconfort. Ma posture en appel de closing, c'est un médecin qui fait une consultation. Pourquoi tu es là? C'est limite, pourquoi est-ce que tu me déranges là? Qu'est-ce que tu veux? Donc, vous voyez un peu l'approche? Je ne suis pas là pour essayer de créer un climat chaleureux, de confiance ou forcément de sourire. Je ne souris pas, moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sourire. Chacun a son profil, chacun a sa personnalité. Moi, je suis d'apparence très froid. Quand on me voit, on n'a pas envie de parler avec moi. C'est de base. C'est ma personnalité. On a une naturopathe, je ne sais pas où elle est. Oh, tu es devant moi. Tu as dû entendre les tempéraments d'Hippocrate, etc. etc. Voilà. J'ai ma personnalité, moi, je suis froid d'apparence. Et donc, je sais que quand je vais sourire ou forcer un sourire, c'est pas moi. Et le cœur parle avant le cerveau. On perçoit les émotions, on perçoit un message avant même que l'on ouvre la bouche. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Et donc, quand je toquais aux portes et que je lance un grand sourire, on me l'a claqué. Surtout que je vendais des services chez d'anciens clients qui avaient quitté parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Donc, j'avais une liste de personnes, d'anciens clients pas contents. Ça n'a rien à voir avec le closing, là, pour le coup. Donc, je savais qu'il fallait que j'aie une approche différente. Donc, ce que je faisais, moi, c'est que je testais des choses. Et mon manager me disait souris, souris, souris. Tous les clichés qu'on peut dire sur la vente, souris, souris, souris. Non, souris, pour toi, ça passerait bien. Pour moi, pas forcément. Donc, j'arrive, je toque. Oui. Alors, je viens vous voir aujourd'hui. Vous étiez ancien client. Alors, vous avez des problèmes? C'est pour ça qu'on m'envoie chez vous aujourd'hui. On m'envoie chez vous pour. Soit je dis, on vient s'excuser. Et puis, je suis mes chaussures en même temps. Et on fait une offre voilà, pour. Blablabla. Des fois, je faisais des petites blagues. Vous avez encore des problèmes avec nous. 10 ans après, c'est pas encore réglé. Et là, le problème, c'est peu importe ce que je dis, c'est que la porte, elle s'ouvre. Là. Quoi? Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est sérieux. Il vient avec un ton sérieux, un air sérieux. Qu'est-ce qui se passe? En costume. Là, la porte, elle s'ouvre. Ça, c'est ma première victoire. Mon premier closing, c'est qu'on ne claque pas à la porte. Donc, je ne vais pas vous dire tout ça pour dire je ne vous dis pas souriez ou ne souriez pas, ou dites ci ou dites ça. C'est juste quelle est ma posture face à la personne. Je suis là pour régler un problème. Le closer est là pour régler un problème. Quand il le sait, qu'est-ce qu'il cherche? Le problème. Vous êtes avec moi? Non? Et donc, cette posture influence considérablement vos appels de vente. Je ne vais pas dévier et rentrer sur
sur de la vente, mais pour vous donner vraiment les grandes lignes, c'est ce que je vous recommande fortement de faire, fortement de faire. Donc, ne pas avoir un grand confort dans cet appel. Et pourquoi est-ce qu'on veut amener du confort? Pourquoi est-ce que c'est le salon de thé? Ouais, on va se dire les choses clairement ou je mets des filtres? Vous me dites, hein? Non filter. No filter, ok. Voici son prêt. Ok. Non, là, surtout, ça nous fait du bien, ça fait choisir par prospect, ça fait du bien d'entendre. Ouais. Ok, donc bon, je ne mets pas de filtre. Quand on fait ça, généralement, c'est qu'on a peur du rejet. Et comment combattre la peur du rejet? Vous avez une personne qui a... Je pensais être immunisé contre la peur du rejet, après avoir fait du porte-à-porte pendant un moment. Je vendais, je rentrais le soir chez moi, je pleurais. Quand j'avais des grosses journées ou des journées à zéro, parce que je n'étais payé qu'à la commission, et je vendais au Canada avec moins 20, moins 30 l'hiver, donc un petit contexte qu'il faut prendre en compte, ça tape dans le moral aussi. Donc tu rentres chez toi, tu as fait 3 ventes, tu as gagné plus qu'une personne qui était dans les bureaux avec un gros poste, mais tu chialais. Enfin, je chialais, je parlais pour moi, je ne vais pas me cacher, hein, parce que c'était dur. C'était très 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 dur. Mais ce qui était dur aussi, c'était qu'on me claquait la porte, qu'on ne me considérait pas. Et donc même si dans ma tête j'ai la casquette du commercial, c'est pas moi, c'est pas personnel, c'est juste mon métier, c'est le logo que j'ai ici, mais c'est quand même pas facile. Quand on voit les chiens, on appelle la police, j'ai tout fait. Et donc je pensais être immunisé après être passé par tout ça. Moi c'est fini ça, c'est loin. La peur du rejet, à d'autres. La vérité c'est qu'on ne peut pas vraiment combattre cette peur du rejet. Ce qu'il faut faire plutôt, recommander de faire, et j'ai appris ça avec le temps, c'est changer notre relation avec l'autre, la perception qu'on a avec l'autre. En fait, quand on a peur du rejet, on cherche à se faire aimer par l'autre sans chercher à l'aimer. Donc en fait, de base, il y a un déséquilibre dans la relation. Je demande quelque chose à quelqu'un sans chercher à lui donner moi-même cette chose-là. Donc comment chercher à aimer cette personne-là? Déjà, gardez à l'esprit que cette personne a pris un rendez-vous avec vous. Cette personne a une problématique et elle a l'humilité de venir en appel et vous en parler. Il faut quand même conscientiser une chose, c'est que pour ceux qui lancent des ads ici, ou même en organique, mais pour ceux qui lancent des ads, combien de personnes vont s'arrêter en scrollant toute la journée comme ça sur les réseaux, vont s'arrêter sur une ad, la terminer, cliquer, consommer après une VSL ou autre, prendre un rendez-vous, honorer le rendez-vous? C'est cette personne que vous avez en appel. Il y a 4-5 passages à l'action avant et qui forcément montrent quelque chose. Juste parce que la personne arrive avec mon rendez-vous, je sais que tu as un problème. Je sais qu'il y a quelque chose au fond de toi qui t'a amené ici et j'ai besoin de savoir ce que c'est. Donc, quand on a conscience de ça, on reste encore plus simple. Et juste ça, ça doit nous donner envie d'aimer cette personne-là, d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour cette personne-là. Et quand on démarre avec ces intentions-là, le rapport est plus équilibré. On n'a même pas besoin de chercher à se faire aimer. Parce que quand on s'intéresse à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Exactement. La connexion se fait beaucoup plus facilement. C'est pas possible que tu arrives avec la meilleure des intentions, servir cette personne dans son meilleur intérêt, tu te sors toi-même de l'équation, commission, pas commission, vente, pression, dépenses. On se retire de l'équation juste en ayant conscience de tout ce parcours que la personne vient de faire là. Et en plus de ça, elle vient en appel m'expliquer son problème. Ça, c'est quelque chose de fort. Donc en ayant conscience de ça et en ayant la bonne intention et servir cette personne, l'écouter, lui poser des questions et après avoir une bonne trame derrière pour vraiment connecter avec cette personne-là, ça ne peut que s'ouvrir. Combien de personnes j'ai eu en appel qui voulaient me rentrer dedans tout de suite, imposer un gros cadre d'influence. Et quand tu commences à poser des bonnes questions et que tu t'intéresses à la personne et que tu ne joues pas sur la tonalité ou autre, que tu vois vraiment un appel comme une consultation médicale, je ne suis pas là pour mon ego, il est de côté depuis un petit moment, je suis là pour t'écouter, c'est ton problème, on est là pour toi. Ne me fais pas perdre mon temps, ne perds pas ton temps. Là, on est dans un rapport qui est équilibré. Là, on n'a pas besoin d'avoir ah, il faisait beau chez toi, tu viens d'où, tu fais quoi? On est dans quelque chose de plus concret, mais de plus efficace. Donc, allez chercher quand même cet inconfort-là, cette posture-là, et renouvelez toujours vos intentions parce qu'on peut parfois s'oublier assez vite. Surtout quand on a l'habitude de closer tous les jours on va closer. Moi, j'ai une signature en fin d'appel, c'est toujours la même. Avec toutes les personnes à qui je vends, j'ai une signature en fin d'appel, c'est que je me rappelle à moi-même, en partageant ça à mon prospect, je me rappelle à moi-même qu'on peut vendre tous les jours, il ne faut jamais désacraliser une seule vente. Parce que pour toi, c'est peut-être une vente de plus dans ton tracker, mais pour la personne en face, elle est peut-être à une croisée des chemins. Et elle vous fait confiance. Ça n'a pas de prix. En 2024, avoir la confiance de quelqu'un en ligne comme ça n'a pas de prix. Sur des montants en plus haut de gamme, ça n'a pas de prix. Pour un petit programme à 5-10 €, c'est facile de faire confiance. Si je me trompe, c'est pas grave. Ça a du sens? Bon. Je ferme la parenthèse pour rester quand même dans le sujet management. Mais je vous ai dit qu'on allait parler quand même de conscience dans tout ça parce que ça a un lien. Le rapport qu'on a avec le prospect, le rapport qu'on a avec nos partenaires. Et souvent, il y a un mot que j'aime beaucoup aussi qui résonne beaucoup chez moi, c'est responsabilité. Quel est mon degré de responsabilité dans mon équipe quand ça ne va pas? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qui a manqué? Je demande à l'autre certaines choses, est-ce que moi je fais ces choses-là? Est-ce que je n'ai pas des jugements un peu trop hâtifs? Est-ce que je n'ai pas été trop dur? C'est pour ça que si on rentre un peu dans
dans l'intelligence émotionnelle. Je vous partage un petit quelque chose ici. Je fais un effort parce que j'écris très mal. Conscience émotionnelle. Ici, stratégie émotionnelle. On commence toujours par la conscience et après la stratégie. Puis là, on a, je vous expliquerai ça juste après, relation interne et relation externe. Ça vous dit quelque chose? J'ai tout un training à ce sujet, je vous le partagerai pour gagner du temps ici. Vous n'êtes même pas obligé de prendre des notes, mais ça fait toujours du bien de prendre des notes. Conscience émotionnelle, là on va développer l'intelligence émotionnelle dans le management. Donc comment est-ce que les membres de mon équipe se sentent? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce qu'il y a de l'excitation? Avoir une conscience sur l'état émotionnel de mon équipe de vente. Ça, c'est la base. Une fois qu'on a conscience de tout ça, on peut travailler sur des stratégies. Comment est-ce que je peux retirer du stress? Comment est-ce que je peux travailler sur la vision? Ah, j'ai un membre qui ne croit plus à mon programme. Il ne pourra plus le vendre. En tout cas, il ne sera jamais à 100%. Donc, comment est-ce que je peux travailler avec lui pour lui montrer que non, le client à qui tu as parlé, qui a des problèmes, c'est un cas particulier. Voilà comment ça se passe, voilà. Ou autre. Donc, on parle d'émotions, ça peut être positif. Qu'est-ce qui se passe de bien? On peut s'intéresser aux membres dans leur vie privée, à pas mal de choses. Mais ici, on est dans l'action. Là, on est dans la conscience. Qu'est-ce qui va pas prendre la température dans la pièce? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déclenché une réaction émotionnelle chez un de mes partenaires, un de mes closers ou setters? Peut-être une nouvelle stratégie, peut-être une chose que j'ai partagée en meeting. Mais est-ce qu'il y a eu des triggers, des déclencheurs émotionnels, des choses qui ont fait qu'il y a eu un changement du jour au lendemain? Donc, grosse conscience ici sur l'état émotionnel de mon équipe. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y en a un qui est fâché contre l'autre? Le closer qui ne parle pas au setter, le setter qui est fâché contre le setter qui envoie des appels qu'à un seul closer. J'ai besoin de savoir, d'avoir un peu de conscience de ça. Je prends la température, j'observe, j'analyse, je questionne. Et ensuite, là, on est dans l'action. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour corriger, pour déconstruire une croyance, pour avancer? Ensuite, on arrive dans la partie relations. Relations internes. Comment est-ce que je peux faire pour créer un meilleur climat, passer du temps en équipe, développer la culture? C'est des choses que vous faites très bien là, dans l'équipe. Des meet-up, des réunions, des petits voyages. Là, on est dans la relation interne. Relation externe, c'est autre chose. Relation externe, c'est comment est-ce que je peux m'entourer de partenaires. Moi, par exemple, j'ai pas mal de partenaires à qui je peux présenter des closers, des setters, des personnes qui se forment chez moi. Donc, s'entourer de partenaires. Mais même, ça peut être en interne. Comment les membres de mon équipe peuvent développer nos relations externes. Ce que j'aime bien dans une équipe de vente, c'est d'avoir au moins un ambassadeur. C'est une personne qui, même quand elle n'est pas en service, un closer qui, même s'il ne prend pas des appels, quand il sort, il parle avec les autres, il parle de nous, il nous représente, il se brand. Donc ça, c'est la relation externe. On appelle celui-là l'ambassadeur. Il y a un autre profil aussi qui est intéressant, c'est le superviseur, le scout. C'est la personne qui t'amène des informations, qui t'amène de nouvelles choses, des nouvelles études. Ah, t'as entendu ça? Oh, il y a un événement ici, ça serait bien d'y aller. Des choses que toi, tu ne vois pas. Et j'en passe. Donc, je vous partagerai un training ici, un gros training que j'ai même pas encore partagé à mes clients, qui est supposé sortir là dans les prochaines semaines, qui explique les 4 points ici et ça apporte un maximum de clarté sur comment développer un quotient émotionnel dans une équipe de vente. Et quotient émotionnel dit degré de likability, je sais pas comment dire, aimabilité, comment on est plus apprécié par les membres, parce qu'on les considère, on les comprend, on avance avec eux, on ne les juge pas, on ne voit pas que le problème chez les autres, on se questionne. Ça permet aussi de régler des conflits, parce qu'on a des problèmes de conflits. On m'a demandé de parler à ce sujet, d'ailleurs, c'est des questions qu'on peut approfondir. Stratégie, relations internes. Ici, on a des exemples on a des cas comme des gestions de crise, conflits internes. Comment est-ce qu'on peut régler ça? Et donc, quand on a une approche émotionnellement intelligente, on évite de braquer les personnes, on évite de juger un tel ou un tel, et au final, passer pour un con, peut-être parce qu'on s'est trompé. On a été dans le jugement. Jugement, ego, préjugés. En fait, préjugés et jugement, c'est la même chose. Ce sont des ennemis de la vente, c'est des ennemis de la posture, c'est des ennemis de la communication. L'intelligence émotionnelle, ça consiste à ne pas juger, justement. À se dire peut-être que je ne sais pas, expliquez-moi. Je vous donne un exemple, peut-être que ça va illustrer un peu plus les choses. J'ai eu un couple au téléphone pour vendre un programme. Le mari m'écoutait, la femme ne m'écoutait pas. En fait, la femme était sur son téléphone en train de scroller. Et moi, je me dis, je vais avoir un problème à la fin de l'appel. J'ai besoin de réfléchir, je vais en parler avec madame. Ça ne peut pas continuer comme ça. Même, je ne me sens pas écouté. Il n'y a rien de pire que d'avancer dans un appel de vente quand tu sais que ça va nulle part et que tu vas te manger un mur à la fin. Donc, il faut créer un changement de pattern, il faut faire quelque chose là, tout de suite. C'est inconfortable, mais moins que de terminer l'appel avec une objection que tu savais que tu allais avoir 30 minutes plus tôt. Ça, c'est une catastrophe. On se regarde à la fin de l'appel, on se déteste. L'estime de soi chute, t'es vraiment con, qu'est-ce que t'as fait? Donc, j'arrête la conversation, je dis, attendez, excusez-moi un instant. Je suis un peu gêné là tout de suite, parce que j'ai l'impression que monsieur est connecté avec moi, que tout se passe bien, et
Et je suis gêné parce que j'ai l'impression que madame est en train de s'écrouler sous les mails et donc que nous, on a pris ce temps-là, on est disponible, mais que madame ne l'est pas. Et donc je suis un peu gêné, je veux savoir, est-ce que c'est peut-être mieux pour vous qu'on décale un moment où vous serez tous les trois tranquilles, ou comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, dans ma tête, on va clairement pas reporter le rendez-vous. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que je veux faire ici? Je vais désamorcer le prospect, comme quand on traite une objection. J'ai besoin que le message passe. Et s'il ne passe pas le reptilien, s'il ne passe pas la garde à l'entrée, on ne va pas m'écouter. Donc, si on peut décaler, il n'y a pas de souci, mais je préférais un moment où on soit tous les trois à l'aise. Ce serait plus simple pour tout le monde, parce que là, je suis un peu gêné pour madame. Elle a l'air de s'écrouler sous les mails, sur Instagram, en train de scroller. Je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je savais qu'elle n'était pas écroulée par les mails. Et je vois le mari qui regarde la femme et le regard qui dit tout. Elle t'abuse, là. Et puis le téléphone me dit non, c'est bon, pas de souci, t'inquiète pas, on peut continuer. J'ai l'attention de madame et je ne l'ai pas froissée. Jackpot. Ça, c'est intelligence émotionnelle. Elle peut se dire, scénario 1, je m'en sors bien, on avance, je me recadre. Scénario 2, ce gars est smart, il m'a protégé, j'apprécie. Vous voyez un peu? Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Comment je peux avancer sans créer de la friction, sans laisser mon ego prendre le dessus, sans titiller l'ego de mon interlocuteur? Parce que je m'en fous de gagner un débat, je m'en fous d'avoir raison. Ce qui m'intéresse, à la fin, c'est d'avoir une vente. Donc ça, c'est un exemple. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Je peux voir une personne... je prends l'exemple, je suis désolé. Naturopathe. Hier, j'ai eu la chance de parler avec 2 experts nutrition qui étaient à côté de moi à table à midi. Hey, c'est eux les experts, c'est pas moi. Mais si je prends ton exemple, tu es en train de m'écouter dire n'importe quoi sur la nutrition. Ou je prends plutôt ton exemple qui est plus parlant. Je vais arriver, je vais dire, vous savez qu'il ne faut pas consommer du magnésium tous les jours parce que voilà. Il y en a qui me dit, attends, excuse-moi. Est-ce que tu peux me partager les études qui prouvent ça? Parce que j'étudie dans le domaine depuis 20 ans, je ne l'ai jamais entendu et je te remercie pour ce partage-là. Est-ce que tu peux me partager l'étude qui prouve ça? Je serais curieux de l'étudier et là je rentre chez moi, je vais dévoir ça tout de suite. Non, j'en ai pas. Sur quoi tu te bases alors pour dire ça? Je sais pas. Okay, parce que moi, j'ai jamais entendu ça. Vous voyez? Il aurait pu venir et dire, écoute, ce que tu dis, c'est de la merde. Mais non, je te trouve une excuse, entre guillemets. Est-ce que tu peux me partager l'étude? Ça, c'est de l'humilité. Est-ce que tu peux me partager un peu ton étude? Je serais curieux de voir ça. Et en fait, tu ne peux jamais créer de la friction quand tu abordes des conversations de cette manière-là, quand tu mets des stratégies comme celle-ci en place. Et t'évites à chaque fois d'être dans le jugement et tu poses des questions. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Gagner à tous les coups, ça c'est une armure. Il n'y a personne qui va se braquer avec vous, même si vous entendez des folies. Est-ce que ça a du sens? Les exemples sont clairs? Donc, développer cette conscience, ce quotient émotionnel va apporter de la quiétude, une paix intérieure, et ça va développer des relations très fortes avec les membres de l'équipe parce que vous n'allez pas être dans le jugement, il n'y aura pas de friction, il n'y aura pas de c'est de la faute d'un tel ou d'un tel, même dans la gestion de conflits. On évite de dire attends, c'est lui ou c'est elle, on se pose, on discute, expliquez-moi tout, je ne sais pas. Je ne prends jamais de décision quand j'ai écouté qu'une seule version de l'histoire, ça n'a pas de sens. Vous êtes avec moi? Donc ça, il me faudrait au moins 1 heure pour le développer. Je vous partagerai directement le training à ce sujet. On passe si vous avez des questions à ce sujet. Vous avez des questions? De façon générale, on va dire ça comme ça. En prenant en compte tout ce que tu as déjà expliqué avant, est-ce qu'il y a des profils avec lesquels on peut être plus ou moins compatible ou pas? Je prends mes exemples récents. Dans mon passé de salarié, j'ai managé beaucoup de monde et je pensais être un bon manager. Là, j'ai commencé à vouloir manager du monde pour mon activité et je me suis rendu compte qu'en fait, la façon... Alors, c'était peut-être des contextes différents, mais la façon avec laquelle je m'y prenais était pas bonne du tout. Pas de process, pas cadré. Et j'ai remarqué que j'avais pris des profils assez similaires et avec lesquels, en fait, au bout de 2-3 semaines, 1 mois, je me suis dit putain, mais j'ai fait de la merde, en fait, ça va pas du tout. Et est-ce que tu as des. En dehors de la vision, etc., moi, je marchais qu'au feeling, en fait, ce qui a pas fait ses preuves, en tout cas. Est-ce que tu as des. Alors, je sais pas si c'est des. Je crois qu'on en parle un peu avec Rachida Tablier en plus. Mais au niveau des profils psychologiques, est-ce qu'il y a des compatibilités, des incompatibilités? Est-ce qu'il y a des sujets comme ça pour voir le type de personnes avec lesquelles on peut travailler? Ou est-ce que c'est le côté plutôt intelligence émotionnelle qu'il faut développer pour s'adapter à tous les profils qu'on peut rencontrer? C'est une excellente question. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est de qui on parle. Si tu es une grosse boîte qui fait des millions, qui a des postes à risque, à vraiment gros risque, il y a plein de process en place, il y a des outils de profilage, il y a plein de choses qu'ils font et qui savent exactement ce qu'ils recherchent. Aux États-Unis, ils ont même développé un process pour trouver le représentant de vente idéal pour ma structure, basé sur ton avatar client. En fait, c'est une série de, je pourrais vous le partager aussi, 6-7 questions qui permettent de savoir. En fait, tu ne sauras jamais à 100%, mais tu minimises les risques. Donc, dans certains cas, on est plutôt prévoyant, on est plutôt prudent. Dans d'autres, on se fie aux compétences, on se fie à l'expérience et à l'énergie, à l'intuition. Si ton intuition est saine, écoute-la, écoute ton cœur quand il te parle. C'est super important. Par contre, moi je parle pour moi, si je recrute que des personnes comme moi, la boîte est cool, c'est sûr. J'ai besoin de personnes logiques à côté de moi, j'ai besoin de personnes analytiques à côté de moi, j'ai besoin de personnes différentes de moi. Et même pour qu'une équipe performe, c'est bien d'avoir des profils différents. Je disais justement à l'équipe que chez eux, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont des profils qui sont plutôt missionnaires, d'autres qui sont plutôt mercenaires. Il faut des deux. Il faut des gens qui vont au front, qui vont se déchirer, qui vont amener un peu d'ego mais positif, qui vont se challenger, qui vont
repousser les limites et qui ont besoin d'être bousculés pour avancer, et d'autres qui n'ont, qui ont besoin de plutôt travailler sur la vision, d'être au bon endroit avec les bonnes personnes et d'avancer comme ça. En fait, on a tous besoin, qu'on le veuille ou non, de la carotte ou du bâton. Certains sont plus à l'écoute de la carotte et d'autres plus du bâton. On a besoin des deux. Dans les religions, on parle de paradis et d'enfer. La carotte et le bâton. Il y en a qui sont plus appelés par le paradis, il y en a qui sont plus appelés par la peur d'aller en enfer. Et donc, est-ce que tu es missionnaire, est-ce que tu es visionnaire? C'est bien d'avoir les deux. Donc c'est bien d'avoir différents profils dans la boîte, différentes énergies. Donc je te dirais plutôt de te baser sur ça. De ne pas vraiment regarder ton feeling, est-ce que tu aimes la personne, tu t'entendrais bien avec elle, est-ce que tu mangerais bien un morceau avec elle, mais plutôt de savoir si elle correspond à la mission, est-ce qu'elle répond aux critères. Est-ce que j'ai des critères même de sélection? Qu'est-ce que j'attends chez les personnes? Pour moi, c'est simple. On ne parle pas ensemble si tu n'as pas déjà un savoir-être, un minimum. Et il y a des manières de le savoir. Ce que j'aime bien faire, par exemple, le recrutement, c'est formulaire. On balance sur les réseaux, peu importe. Moi, personnellement, j'aime bien recruter chez mes clients parce qu'il y a déjà la confiance, il y a de la conscience, on connaît l'offre. Tu m'as déjà fait confiance pour acheter chez moi, tu peux travailler avec moi. Mais je peux aussi recruter à l'extérieur. Et dans ce cas-là, formulaire, candidature, je sélectionne un premier groupe pour entretien groupé. Le premier entretien groupé, il est seulement là pour voir tes compétences humaines. Et il y a des questions un peu tricky, hein. C'est des questions pièges pour savoir si les personnes pourraient fit. Par exemple, si j'ai deux partenaires qui viennent ensemble et qui se connaissent, deux amis qui postulent en même temps, et que je demande à ces deux personnes-là, si je devais recruter deux personnes, qui est-ce que je devrais prendre? Ben, moi et mon ami, c'est ce que la plupart répondraient. Moi et mon ami, nous deux, on serait très bien, etc. Ok, d'accord. Si j'ai une personne qui me dit, ben, j'aimerais bien que tu recrutes moi et mon ami, on serait ensemble dans la même boîte et puis on veut se projeter sur du long terme, mais la vérité, c'est que j'ai aimé tel et tel profil, et je trouve qu'ils se sont bien démarqués pour x, y raison. Là, tu es en train de me closer, là. Là, tu es en train de gagner des points. Vous voyez, premier entretien, j'ai une série de questions, elles sont orientées compétences humaines. Si tu passes cette étape-là, là, on va regarder les compétences. On vient sur un deuxième entretien et on se fait des roleplays. On se pratique un peu, tous au même niveau, tous le même scénario, tous le même temps de parole. D'ailleurs, sur le premier entretien aussi, c'est volontaire. Je ne pose pas les mêmes questions à tout le monde, comme ça, ils n'ont pas de quoi préparer. Et également, je ne leur donne pas le même temps de parole. Et donc, tu vois qui se frustre, qui essaye de parler le plus longtemps possible. Dès qu'elle a la parole, j'y vais et je donne tout. Et donc, on voit comment est-ce que les gens réagissent aussi face au stress. Donc, toutes ces compétences de savoir-être. Et là, si je suis convaincu, seulement là, tu peux passer à l'étape suivante où on regarde les compétences. Enfin, pour te donner une idée. Et là, c'est à quel côté? Et si tu passes cette étape-là, où je t'ai trouvé bon en roleplay, où tu te démarques des autres, là, tu arrives en troisième entretien où je regarde, là, on valide vision, mission, code d'éthique, voilà ce qu'on recherche, voilà où est-ce qu'on peut s'en aller, voilà les KPI, ce qu'on attend. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui ou non? On serre la main, on y va. Je partage aussi là dans les grandes lignes mon process de recrutement. Ça a du sens? Ouais, clairement, ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et tu peux même, si tu as un doute entre différents profils, prends deux. Ouais. Tu as un poste, recrute deux personnes et teste-les sur 2-3 semaines. Si les deux fonctionnent, tu as un bon problème. La pression n'est pas sur la vente là. Si les deux se loupent, c'est peut-être pas le problème et tu vas le savoir. Et si tu en as un des deux qui se démarque, ben le choix est fait. Ok, ouais, donc très lié au process quand même de recrutement. Ouais, bien sûr. Ok. Merci. Tu as parlé de deux mots très essentiels qui sont éviter la friction et, alors tu l'as pas dit ce mot, mais moi je l'ai vu comme ça, amener de la pression interne à l'autre. Et ça, j'ai du mal encore à... Et ça, en fait, je pense que quand tu es closer ou quand tu vas recruter des closers, c'est un petit peu du coaching en engagement que tu fais en fait. Et moi, j'ai encore du mal à percevoir la différence entre éviter la friction et amener quand même l'autre à avoir une pression interne. Je pense qu'il y a des outils, des choses, mais j'aimerais que si éventuellement tu pouvais partager là-dessus, ce serait intéressant. Parle-moi une douleur de tes prospects. Là, si on se fait un petit jeu de rôle sur 2 minutes. Là. Une des douleurs, de ne pas se faire confiance, je pense, dans sa capacité à devenir chef d'entreprise. Ok, donc manque de confiance. Ouais. En tes capacités à devenir chef d'entreprise. Ça fait combien de temps que tu manques de confiance? Ça fait combien de temps que tu... Souvent, c'est après un burn-out suite à poste de cadre, management ou manque de sens, quête de sens. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es dans le doute de pouvoir réussir à remplir certaines tâches. Tu es dans une quête de sens. Tu ne sais pas forcément où tu vas t'en aller, ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors là, je fais le prospect. ouais, ok. Ouais. Non, si, ça peut être... souvent, c'est... non, mais j'ai pas les clés de l'entrepreneuriat. Moi, je viens du salariat, mais c'est quelque chose qui m'inspire parce que j'ai besoin d'une grosse quête de liberté. Aujourd'hui, je veux prendre ma place. J'ai besoin de sortir de ça. Et je sais que j'ai eu des compétences avant que j'ai envie de mettre aussi dans mon entreprise à moi. Ok. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui? Je me sens seule, incomprise. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ton entourage, ta famille, les amis? Personne ne croit en mon projet. C'est qui personne? Ok. C'est entourage, environnement. Écoutez ce que je veux dire. Depuis combien de temps tu te sens comme ça? Seul?
Voilà, souvent elle pleure. Non, regarde, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'elle est en train de conscientiser. C'est ça la pression interne. Depuis combien de temps tu es comme ça? Au moins 4-5 ans. Là, c'est là qu'il faut mettre un silence. Parce que c'est important ce qui se passe. Ok. J'ai pas besoin de parler ici parce que c'est ton moment. Là, dans ta tête, c'est hey, merde, le temps passe vite. J'abuse. J'ai vraiment pas de soutien. Je suis vraiment seul. C'est pas normal. Je vais pas les laisser croire ça. Tout ça là, en un quart de seconde là, dans sa tête, ça c'est la pression interne. Là en fait tu t'appropries le problème. C'est seulement quand tu te l'appropries que tu peux t'approprier la solution. Donc là, en créant cette pression interne, tu vas commencer à te dire j'ai un problème, moi. C'est pas lui qui me le dit, c'est moi. Et moi-même je cherche la solution. Je suis pas en train de me faire vendre, je suis en train d'acheter. Est-ce que tu peux amener ça aussi à un closer? C'est-à-dire quand tu es en recrutement, de lui amener cette pression interne pour qu'il s'engage avec toi. Parce que souvent, comme tu dis, il y en a aussi, ils essayent tout. Vu qu'ils sont payés à la com, ils veulent aussi avoir quelque chose qui va marcher. Mais si c'est par exemple une nouvelle structure qui démarre, il y a aussi cette inquiétude. Pression interne, en fait, il y a 3 niveaux de persuasion. Niveau 1, c'est dire aux autres quoi faire. On le sait, c'est celui qui marche le moins. Niveau 0, au contraire, ça a tendance à faire l'effet inverse. Niveau 2, c'est le salon de thé. Je suis désolé, hein, je t'ai catégorisé. Mais je suis amélioré depuis. Je te taquine, réellement je te taquine. Approche consultative, c'est ce qui domine là sur le marché. Si on essaie de trouver des points communs, on discute, on échange un peu, on prend du temps. Et le 3e niveau, c'est ce qui consiste à créer de la pression interne. En fait, c'est de poser des questions pour que la personne verbalise, en verbalisant, elle conscientise, en conscientisant, elle s'approprie le problème. Elle s'approprie le problème, elle peut s'approprier la solution, elle s'engage émotionnellement, elle s'engage moralement avant de signer quoi que ce soit. Et donc, c'est une posture qui s'adapte au closing, qui s'adapte en management, qui s'adapte dans la vie perso. Quand j'ai commencé à comprendre ça et que j'ai testé des choses sur ma femme, elle m'a dit toi, t'es bizarre, tu commences à t'intéresser à moi, tu commences à me poser des questions, comment je me sens. Ça a juste créé une barrière encore plus grande. Maintenant, je suis un manipulateur. Mais tu vois ce que je veux dire? Intéresse-toi à la personne et pose des questions. Et lorsqu'elle répond à ces questions-là, elle verbalise et elle conscientise. Donc tu peux faire conscientiser des choses à ton équipe de vente. Je rebondis là sur ce que tu as fait. Quand tu laisses le silence, c'est à qui de reprendre la parole et comment t'enchaînes? En fait, c'est pas un jeu, c'est pas un script. Voilà, on travaille avec des humains. Le silence est important. Pourquoi? C'est toujours important de marquer un temps de silence quand il y a derrière une info importante. On appelle ça en communication le verbal posing. C'est quand tu as partagé une information pertinente, tu dois laisser quelque temps à la personne de digérer l'information. Et dans ces moments-là, on doit comprendre qu'il y a un discours interne qui se fait. On doit comprendre que la personne a besoin de temps. Donc quand elle a besoin de temps, on lui laisse ce temps-là. Et je peux rebondir. Hein. Je ne vais pas compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5 secondes, c'est ce que mon coach m'a dit. Mais, non, mais ça paraît stupide, je suis d'accord avec vous, ça l'est. Mais croyez-moi, on enseigne des choses incroyables aujourd'hui dans ce milieu-là. Tu annonces ton prix, tu te tais, tu ne parles pas et tu attends que la personne te réponde. Ça, vous avez tous au moins déjà entendu, non? Tous déjà fait, je pense. C'est une catastrophe. Ça n'a aucun fondement scientifique, psychologique, rien du tout. C'est un gros malaise pour rien. Et donc, le silence, tu dois le voir comme ton allié. Quand la personne a besoin de digérer une information, ou alors juste tu communiques à travers le silence. Quand la personne te dit « ça fait 10 ans que je suis dans cette situation ». Pardon? 10 ans. C'était comme ça. Je lui ai déjà communiqué que « sérieux, 10 ans, t'abuses ?» sans rien dire. Donc j'utilise le silence des fois pour parler à ma place. La personne comprend très 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 bien. Okay. C'est encore plus fort, se closer avec le silence. Et j'avais une autre question. Tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de trame, de process d'onboarding, etc. Comment tu as créé tout ça? Est-ce que tu vois, il y a des endroits où on peut aller chercher aussi, nous, ces ressources? Alors chacun sa trame, mais tu vois, des exemples d'onboarding, tout ça. Parce que c'est vrai que quand on close, nous, on connaît le produit par cœur et des fois, c'est presque un peu en mode t'inquiète, on voit, ça se passe bien. Et quand on l'apprend à quelqu'un, ça se passe pas bien parce que lui, il connaît pas le produit comme nous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi je le fais, avant tout. Pourquoi je mets des process, pourquoi un process d'onboarding, c'est quoi le but derrière. Et une équipe de vente, si je dois faire vraiment les choses en gros pour vous expliquer ça, il y a les systèmes et l'humain. Je travaille sur les systèmes pour performer, même avec des closers moyens. Un bon manager, un bon CIO, son focus, c'est de réussir avec tout le monde. Ensuite, donc, j'apporte du volume, j'apporte de la qualité, j'ai des systèmes qui sont bien rodés, qui me permettent de réussir avec tout le monde. Bon ou mauvais, tellement le lead est bon, le marketing est bon, tout est bon. Ensuite, je travaille sur l'homme. Quand j'audite aujourd'hui des départements, je regarde d'abord les systèmes, ensuite je regarde les compétences. Je ne travaille pas sur les compétences si les systèmes sont défectueux. Parce que les closers peuvent déjà faire un petit 10, 20, 30% de plus s'ils ont des systèmes solides. Donc en 1, je me focus sur les systèmes, et 2, avec les bons systèmes, tu as un bon véhicule, pourquoi tu n'arrives pas à rouler?
Là, je me pose des questions sur les compétences et là, je regarde les compétences. Et ça, c'est le day-to-day. Les systèmes sont en place, on les met une fois en place. Quand il y a une crise, la crise amène des nouveaux process, un gros événement, un enjeu. Enfin, plus on grandit, plus on a de nouveaux problèmes et des problèmes vont créer des process encore. Et on avance comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Moi, j'ai un process d'onboarding. Quand je recrute une personne, c'est avec j'ai une mind map et c'est venu comme ça. Parfois, ça m'arrive d'avoir un peu de créativité. Donc, je fais une mind map où ils ont tout à un seul endroit. Je pourrais vous partager un template, j'ai aucun problème. Ils ont tout à un seul endroit. Tu cliques, tu sors les trucs, ok, onboarding, process closing, process setting, process coaching, recrutement, SOP en cas de dispute, client pas content, client fantôme, client qui demande un remboursement, process de paiement, tu as tous les liens de paiement, tu as tout à un seul endroit. Comme ça, on ne me casse pas la tête. En fait, casse-moi la tête pour des problèmes importants. Casse-moi la tête pour des situations, tu as des problèmes perso, tu n'as pas de temps, tu as un manque de dispo. Voilà, des problèmes du quotidien. Je veux être présent pour ça, je ne veux pas être présent pour des trucs que je peux processiser. Donc, un bon département, on cherche à le processer un maximum. J'ai appris ça sur le terrain, puis après, je me suis beaucoup formé là-dessus. Et qu'est-ce que je recommande? Ce n'est pas les mêmes process que je recommande pour tout le monde. Une équipe qui fait 100 cas par mois, une équipe qui fait 300 cas n'a pas forcément les mêmes process. Une équipe qui fait 50 cas par mois n'a pas les mêmes process. Un closer de closer versus 10 closers, ce n'est pas la même chose. Dans des grosses boîtes, grosses boîtes, c'est du 300 cas et plus par mois, avec 5-6 closers, une équipe de 7 heures. Là, par exemple, on fait des process d'onboarding sur 2-3 semaines, si l'offre est complexe. Si l'offre est complexe, généralement, on est sur 3 semaines. Semaine 1, voilà tout ce que tu fais. Semaine 2, voilà ce que tu fais. Semaine 3, voilà ce que tu fais. Jour 1, jour 2, jour 3 de chaque semaine. Avec des appels à écouter, des listes d'appels références à écouter, débrief écrit à nous faire, roleplay. Semaine 1, tu prends 2 appels. Semaine 2, tu en prends 4. Semaine 3, tu en prends 6. Donc voilà, c'est des genres de process, mais c'est très personnalisé. C'est selon ton besoin, selon la taille de ta boîte. Et ouais, si vous avez des questions à ce sujet, on pourra même en reparler cet après-midi. C'est super important parce que plus tu prends le temps de faire les choses bien au début, plus tu es tranquille après. Tu choisis l'inconfort tout de suite ou demain. Je préfère l'inconfort tout de suite. Même pour ceux qui recrutent dans l'urgence parce que vous êtes sous l'eau, vous allez être encore plus sous l'eau pendant 1 à 2 semaines parce que vous devez préparer la personne. En plus de prendre des appels, vous êtes sous l'eau, donc vous les recrutez, vous allez continuer à prendre des appels et vous allez accompagner une personne. Mais c'est choisir l'inconfort aujourd'hui pour avoir le confort demain. Est-ce qu'on est bon? Un remerciement pour Osama. Merci beaucoup.